évidemment, comme en psychologie, ce qui est quand même embêtant, on ignore totalement ce que c'est que l'esprit, vu qu'il n'y a pas de référence à l'heure actuelle pour expliquer ce que c'est que l'esprit. Évidemment, bon, on est obligé de s'en tenir à des approximations. Et les définitions qu'on peut donner d'inconscient, subconscient, conscient, bon, ben, elles sont évidemment sujettes à caution puisqu'il n'y a pas cette compréhension de l'esprit à la base. Donc c'est la première chose à faire, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que soi, ce que c'est que la conscience. Et après, on comprend très facilement où se situe, qu'est-ce que c'est que le conscient, qu'est-ce que c'est que le subconscient, qu'est-ce que c'est que tout ça, quel différentiel. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas nier le fait que nous avons un conscient et un inconscient. Il y a une partie de nous qui est vraiment consciente à l'état de veille normal, et puis une autre partie qui est non consciente, disons, en temps normal, mais qui en fait l'est beaucoup plus que le conscient lui-même, puisqu'on va l'expliquer, elle contient beaucoup plus de choses que ce qu'on appelle le conscient. Donc en fait, l'inconscient est beaucoup plus conscient que le conscient. Donc, déjà au niveau des mots, il y a un souci. C'est pour ça que nous, à l'UFM, on appelle ça l'omniscient. On appelle ça l'omniscient parce que tout est dedans. Tout est dans cet subconscient, et ce qu'il y a dans le conscient est juste une toute petite membrane, une toute petite pellicule qui contient très peu de choses à la fois, d'ailleurs, puisque à chaque instant, il y a un conscient, et ce conscient, il est à chaque fois extrêmement limité. Même si, d'instant en instant, on peut se dire, il y a beaucoup de choses dedans. Bah oui, il y a beaucoup de choses dedans, mais un instant de conscience, c'est quand même très peu de choses. Et quant au subconscient, on va expliquer aussi pourquoi il y a des confusions à ce niveau-là, et qu'est-ce que c'est, et d'où ça vient, etc. Alors, pour comprendre la conscience, c'est la base. Et ça, on ne va pas revenir trop là-dessus parce qu'on a eu l'occasion de le faire et on aura encore l'occasion. Mais le sujet n'est pas d'expliquer la conscience en elle-même, pour l'instant, enfin maintenant en tout cas, c'est une fois qu'on a compris la conscience, on sait que nous sommes multidimensionnels et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important et qui va nous permettre de préciser les choses. Multidimensionnel, ça veut dire quoi? Oui, la conscience est évidemment multidimensionnelle, puisque, vous l'avez compris au travers de nos précédentes émissions, la conscience vit en même temps. Il y a une seule conscience, un seul processus de conscience, n'est-ce pas, qui est lié, qui est un peu un synonyme de impossibilité de l'infini. L'impossibilité de l'infini fait que l'infini qui est nécessaire, c'est le paradoxe de l'être, l'infinité, l'infinitude est absolument nécessaire, mais elle est absolument impossible pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Et c'est ce paradoxe, c'est pas une contradiction, c'est un paradoxe, n'est-ce pas, qui fait que l'infini est toujours extérieur, est toujours perçu comme extérieur, quelque chose à atteindre, à réaliser. Et la conscience est ce fait-là. La conscience, c'est le fait d'essayer toujours d'intégrer cet infini par l'amour, par l'intégration, par l'acceptation, etc. Mais malgré tout, on a toujours l'impression que l'infini est à l'extérieur. C'est pour ça que chacun se croit au centre de l'infini. Chacun se croit au centre du monde, évidemment, puisque où qu'on soit dans l'infini, on est toujours au centre. Et lorsqu'on s'oppose à l'infini, évidemment, on est toujours nul en réalité. On est toujours zéro. C'est le zéro qui s'oppose à l'infini. Et donc, la conscience consiste à manifester cette impossibilité de l'infini. Et à partir du moment où cette impossibilité de l'infini se manifeste, c'est la conscience, eh bien, le phénomène, le processus inverse se met en route, et c'est à chaque instant que ça se met en route, c'est-à-dire la réalisation de cet infini, l'intégration dans la conscience de cet infini pour que la conscience soit tout. Et la conscience n'est jamais tout, elle ne sera jamais tout. Quand je dis omniscient, évidemment, c'est pas absolument exact comme mot, puisque la conscience en elle-même ne contiendra jamais tout à aucun moment. Mais potentiellement, oui, potentiellement, elle contient tout ce qui a vocation à comprendre, à contenir tout ce qu'il y a lieu de contenir. C'est-à-dire chacun des finis censés constituer cet infini, puisque l'infini est nécessaire, et bien tous les finis sont nécessaires pour constituer cet infini aussi longtemps qu'il sera impossible, et il est toujours impossible puisque l'infini est toujours repoussé. C'est une absence de limite, et donc on peut toujours en rajouter. Il n'y a pas de possibilité que l'infini soit un état, soit quelque chose
de fini, quoi, simplement un état, une réalité. C'est toujours une nécessité. C'est cette nécessité qui fait que, puisque on essaye d'atteindre, de réaliser cet absolu, eh bien, on passe notre temps à essayer d'intégrer un peu plus de l'infini. En tant qu'être humain, bien entendu, on est plus infini qu'on ne l'était en tant qu'animaux, qu'on l'était en tant que végétaux, qu'on l'était en tant que minéraux, etc. À chaque fois, la conscience s'approprie des conscients beaucoup plus riches, qui contiennent beaucoup plus de choses. Et au-delà de cet état humain, il y a aussi tous les autres états. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est cette multidimensionnalité. La conscience, c'est soi, chacun est la conscience, chacun est le même processus de conscience, il n'y en a qu'un, qui se croit chacune des personnes et chacun des êtres et chacun des égaux et chacun des états. Et les animaux, les végétaux, les particules atomiques, les galaxies, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est toujours la conscience qui s'identifie, qui est cette image de soi qui est toujours limitée, toujours délimitée, jamais infinie, qui est toujours quelque chose, mais qui existe sur tous ces plans-là. Et c'est ça notre multidimensionnalité, c'est le fait que la conscience se vit en même temps sur tous ces plans, tous ces niveaux vibratoires, tous ces niveaux d'amour, c'est la même chose. On ne va pas revenir toujours là-dessus, on l'a déjà expliqué. Et là où se situe un conscient, là où se situe le conscient de quelqu'un, pas que ce soit moi, que ce soit le voisin, que ce soit un chat, une vache, etc., eh bien, on se limite à une certaine portion de l'ensemble des potentiels qui peuvent être conscientisés, l'ensemble des potentiels qui sont potentiellement contenus dans cet infini, puisque l'infini c'est tout, tout est nécessaire pour réaliser le tout, tous les nombres sont nécessaires pour constituer l'infini, et chacun d'entre nous, chaque ego, chaque personne, chaque être de l'univers se prend pour seulement un de ces numéros, un de ces nombres dans l'infini. Et donc, en dessous de ces nombres, il y a tous ceux qui le constituent, tous ceux qui nous constituent, qui constituent notre ego et auxquels on s'identifie. Et au-dessus de cette limite se trouve évidemment tout ce que nous n'avons pas encore intégré, qui fait que nous ne sommes encore que des êtres humains et pas encore des anges, des archanges, etc. Tout ce personnel extraterrestre, n'est-ce pas, auquel on a donné ces noms dans la tradition, eh bien tout cela, c'est notre futur. C'est ce que nous n'avons pas encore intégré. Il est bien évident que notre futur est sans fin, sans limite. Sans limite. C'est-à-dire que le passé, ce à quoi on s'identifie en tant qu'ego, sera toujours très peu de choses, c'est-à-dire en fait rien, parce que quoi que ce soit rapporté à l'infini, c'est toujours zéro, et donc cet ego sera toujours zéro, mais il y aura toujours cette impression d'être quelque chose, de ne pas être zéro, et de contenir des mémoires, de contenir tout ce passé, de contenir toutes ces étapes antérieures qui sont la 4D, la 3D, la 2D, la dimension 1, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal, tout ça, nous le contenons, et l'humain, évidemment, mais ça s'arrête là. Et là se situe une membrane, une limite qui sépare ce qui est déjà intégré de ce qui n'est pas encore intégré et qui a vocation à être intégré. Vous avez bien remarqué qu'à chaque instant, on a l'impression de temps qui est le fait d'intégrer un peu plus de mémoire. À chaque instant, on a un univers légèrement différent. Il y a des choses que j'ai dites il y a 5 minutes qui sont maintenant dans notre mémoire et qui n'étaient pas il y a 5 minutes. Donc, à chaque instant, on progresse vers cet infini. On intègre des choses à chaque instant. Et on les intègre où ? Dans le conscient, c'est-à-dire dans cette membrane. Le conscient, c'est strictement le lieu où se sépare ce qui est passé de ce qui n'est pas encore là. Ce à quoi on est déjà identifié et ce à quoi on n'est pas encore identifié. Donc, en fait, on a bien raison de dire que l'infini est collectif, que l'inconscient est collectif, puisque ce qui est au-dessus de nous, c'est l'inconscient. Ce qui est au-dessus dans les niveaux vibratoires de notre multidimensionnalité, tous ces niveaux qui sont au-dessus de l'humain, au-dessus de soi personnellement d'ailleurs, puisque les gens que nous fréquentons, que nous croisons, c'est ou notre passé ou notre futur sur certains plans. Quelqu'un peut être notre futur sur un plan et être notre passé sur un autre plan. Enfin, peu importe ces détails. L'important, c'est de comprendre le principe. Là où est le conscient, il n'y a conscient que parce qu'il y a opposition, parce qu'il y a conflit, parce qu'il y a opposition entre ce qui a pu être jusqu'à présent et ce qui n'a pas encore pu être.
ce qui est nécessaire et ce qui est déjà intégré. Et seulement là se situe le conscient. Et le conscient donc contient tout ce passé, mais il n'a pas besoin, il ne peut pas contenir tout ce passé, il se défend de cela, et c'est normal, ça s'explique aussi très simplement, mais on ne peut pas non plus rentrer dans tous ces détails, c'est important, mais bon, on ne peut pas tout dire en une conférence. Donc le conscient s'identifie au mental, c'est un peu la même chose, et ce mental ne va contenir que ce qui lui est utile pour défendre ce niveau vibratoire auquel on s'identifie. On s'identifie à un niveau vibratoire et pas à un autre. On s'identifie, on a une image de soi et pas 36. Même si on est psychotique ou schizophrène ou autre chose, eh bien, le fait d'être schizophrène, c'est une façon de manifester un niveau vibratoire et pas un autre. Donc, le conscient, c'est l'opposition entre ce qui a été possible jusqu'à maintenant et ce qui ne l'est pas encore, ce qui n'est pas encore intégré. Et donc, entre les deux, il y a une résistance qui se produit, et cette résistance, elle est tout à fait normale, puisque ce niveau vibratoire a vocation à exister éternellement. Il est évident que chaque niveau vibratoire, comme chaque nombre dans l'infini, a vocation à exister éternellement. Et donc, ça, c'est le rôle du mental que de défendre cette position, de défendre l'ego, d'empêcher l'évolution, de retenir cette évolution, d'empêcher le changement. Et c'est d'ailleurs en utilisant la peur du changement, la peur d'intégrer les choses et les limites que nous nous donnons à notre façon d'aimer, c'est les limites que nous nous donnons pour ne pas intégrer cet infini, pour ne pas devenir infini, parce que de toute façon, c'est impossible. Et le mental manifeste cette impossibilité. L'ego manifeste cette impossibilité. Donc le conscient, c'est juste cette membrane qui sépare quoi? Le subconscient en dessous et l'inconscient au-dessus. Parce que ce qu'on appelle le subconscient, c'est ces mémoires-là. D'ailleurs, en général, les psychologues disent il y a le conscient, et puis il y a le subconscient, et puis il y a l'inconscient. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a le conscient, il y a en dessous le subconscient, et au-dessus l'inconscient. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le titre de notre émission, on les a mis dans cet ordre-là. Le conscient au milieu, le subconscient en dessous, l'inconscient au-dessus. Moi, je préfère dire l'omniscient, mais ce n'est pas grave, puisque l'omniscient contient évidemment tout ce qui est en dessous. Donc l'inconscient contient aussi le subconscient. Mais le subconscient, c'est quelque chose de spécifique par rapport à l'inconscient. C'est-à-dire que c'est tout ce qui a déjà été intégré, toutes nos mémoires antérieures, toutes nos vies antérieures, tous les passages que nous avons faits dans tous les règnes, quand on était des animaux, des végétaux, etc. Tout cela, c'est notre subconscient. Et il est bien évident que ce qu'on dit en psychologie du subconscient, c'est qu'il y a la possibilité de revenir à la conscience, au conscient, en réalité. Parce qu'en général, on mélange conscience et conscient. Et on a tort, parce que mélanger conscience et conscient, c'est mélanger le soi et l'ego, c'est confondre les deux. Et ça, c'est une erreur funeste, parce que c'est ça qui empêche l'évolution spirituelle. On ne peut pas évoluer spirituellement tant qu'on ne distingue pas en soi ce qui est le soi, c'est-à-dire la conscience elle-même, et ce qui est l'ego, le moi, c'est-à-dire le conscient, ce à quoi on s'identifie à un moment donné, et qui n'est pas infini, qui est très délimité. Donc, le subconscient, c'est ce qui a déjà été intégré, et ce accès, il a accès consciemment, nous disposons des organes d'essence, etc., les organes psychologiques dont nous disposons, sont construits de ces mémoires. Ils sont construits uniquement de ces mémoires. Ils sont évidemment produits par le but qui est créateur, par la nécessité de l'infini, qui est le seul processus créateur, mais ce sont ces limites de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant qui nous donnent nos caractéristiques physiques, qui déterminent notre ego, et donc qui déterminent au passage nos organes d'essence. Et donc on est évidemment à même de percevoir autour de nous tout ce qui est passé, mais pas du tout ce qui est futur. C'est-à-dire que nous allons être conscients des animaux, des végétaux, des humains, tout ce que vous voulez, les minéraux, etc., mais pas le futur. Quand on regarde notre futur dans le ciel, on ne voit pas grand-chose. On voit des petites lumières qui sont des inspirations, qui sont des invitations à les rejoindre, à les connaître, à les voir, mais on ne les voit pas. On voit quasiment rien. On voit que ces petites lumières qui sont des appels, et rien d'autre que des appels, mais pas du tout des choses dont on a vraiment conscience. On est même incapable de dire combien il y a d'étoiles. On sait qu'il y en a 9000 à peu près qui sont visibles, dont 2 ou 3 qui sont des galaxies et non pas des étoiles. Mais bon, à part ça, et puis 7 ou 8 qui sont des planètes et non pas des étoiles. On sait ça, mais on n'en sait pas guère plus, n'est-ce pas? Alors, on va visiter ça pour essayer de les connaître,
Mais c'est pas très très facile d'y aller, et c'est pas parce qu'on y va qu'on les a intégrés, parce qu'on va les percevoir qu'au niveau de ce que nos sens liés au passé, liés à notre construction passée, ce que nos sens sont capables de percevoir. Donc vous allez aller sur une planète, vous dire, oh ben, il n'y a rien ici, c'est désert, il n'y a pas de vie, etc. Alors que c'est parce que, avec nos sens de la 3D, parce que nos sens, notre corps, il est construit en 3D, en troisième densité, eh bien, on n'est pas capable de voir autre chose. Mais les êtres qui y vivent, eux, sont peut-être sur des niveaux bien supérieurs, et donc ils ne sont totalement invisibles. Et c'est pas grave, c'est normal. Donc ça n'avance à rien d'aller visiter tout ça, ça n'apporte aucune connaissance, bien entendu. Ce qui nous apporte de la connaissance, c'est pas non plus d'ailleurs d'aller visiter nos passés, c'est pas d'aller visiter nos vies antérieures. Ça peut servir dans certains cas, bien sûr. Ça peut régler des problèmes, ça peut guérir des choses, ça peut faire du bien de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a déjà intégré, qu'est-ce qu'on a vécu, etc. C'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas absolument indispensable. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on fait là maintenant et comprendre qu'au niveau du conscient simplement, on se limite à ce dont on a besoin pour défendre cet ego ici et pas un autre. Parce que nous n'avons pas besoin au niveau humain, chacun d'entre nous, tous les gens qui nous écoutent sont des êtres humains a priori, à ce niveau humain, on a besoin de défendre ce dont a besoin cet humain pour régler ses problèmes, pour gérer la matière telle qu'il l'aperçoit, pour remplir sa mission. L'ego étant un outil pour remplir la mission. Chaque personne a une mission à remplir et un ego qui est l'outil nécessaire pour le remplir. Bon, donc c'est ça qu'il faut faire. Et si le mental avait en même temps à l'esprit tout ce que nous vivions quand nous étions des dinosaures ou des caoutchoucs ou des tortues ou ce que vous voulez, ce serait totalement impossible. On ne peut pas en même temps défendre notre rôle d'humain avec notre famille, notre travail, la télé, etc. et en même temps vivre comme une tortue au Galapagos. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est notre passé. Mais on peut y avoir accès, si on veut, en méditant, en dormant, etc. On peut avoir accès à toutes ces vies antérieures. C'est les mémoires akashiques. Pour chacun, il y a un niveau de mémoire akashique différent. À chaque niveau, si quelqu'un qui est très au-dessus de nous, et donc que nous ne percevrons pas a priori, a des mémoires akashiques bien plus riches que les nôtres. Pourtant, on appellera aussi les mémoires akashiques. Pas grave. Son subconscient contient beaucoup plus de choses que le nôtre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Un être humain, son subconscient contient moins d'informations. Mais il ne va avoir accès directement et pouvoir utiliser au quotidien, à l'état de veille, que les informations dont il a besoin pour manifester une mission, un rôle d'humain sur une planète qui est bien cette planète-là et pas une autre. Donc on ne va pas avoir conscience de 10 milliards de choses inutiles. C'est impossible parce qu'on ne pourrait pas défendre ce niveau vibratoire, n'est-ce pas? Et ça, c'est automatique. Le mental est là pour ça. Le mental est là pour limiter notre connaissance et il est aussi un outil pour évoluer, n'est-ce pas? Bien entendu, puisque c'est grâce au mental qu'on va comprendre les choses. Mais à la base, il est d'abord là pour maintenir les limites de cet ego et permettre que ce niveau vibratoire soit effectif et soit vécu. Donc, ça, c'est le conscient qui est très réduit, qui est réduit à très peu de choses, à un niveau vibratoire, une personne, une personnalité, un monde, une planète, etc. Quelque chose qui doit être vécu, tandis que la même conscience va vivre en même temps tous les autres conscients, n'est-ce pas? Chacune des personnes qui nous écoutent sont la même conscience que moi ou que toi, Mathieu, mais qui vit un autre univers personnel, parce que chaque ego correspond à un univers personnel, et il est toujours différent. Il n'y a pas deux personnes qui vivent le même univers personnel. Il n'y a jamais eu d'univers objectif réel pour tout le monde. Il n'y a qu'un univers personnel pour chaque personne, qui correspond très précisément à chaque ego. Un ego correspond à un univers personnel, bien entendu. Et si on veut changer d'univers personnel, il faut changer d'ego. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est ce que disent tous les ontologues depuis la nuit des temps. Si vous voulez changer le monde, il faut vous changer vous-même. Bon, ça c'est un aparté. En tout cas, on a compris ce que c'est que le subconscient. On peut y avoir accès. Il faut méditer un peu, évidemment, ou alors ça va revenir dans des mémoires la nuit si on en a besoin, etc. Si on n'en a pas besoin, il n'y a pas de raison que ça revienne, et ce sera plutôt nous encombrer qu'autre chose. Donc tout ça, c'est très intéressant de comprendre. Le subconscient, c'est notre passé. Maintenant, nous nous trouvons à la limite entre le subconscient et l'inconscient.
c'est-à-dire l'omniscience, c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas encore intégré et qui est infini potentiellement, qui est illimité. Tous les stades de l'évolution au-delà de l'être humain. Au-delà de l'être humain, même personnellement, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, nous avons autour de nous des gens qui sont notre futur. Nous les percevons un peu, nous les percevons. Nous ne les percevons pas dans ce en quoi ils sont notre futur. C'est-à-dire que quelqu'un, prendre un exemple trivial, quelqu'un qui serait très bête aurait du mal à comprendre l'intelligence de quelqu'un qui est très intelligent. C'est une façon de schématiser les choses. Donc, on est un peu aveugle par rapport à notre futur, mais on est quand même en contact au niveau de la 3D, au niveau de ce qui répond à nos sens, ce que nos sens sont capables de voir. Donc tout ce qui est au-dessus, nos sens ne sont pas capables de le voir. Pas encore. Et si on les voit, ce ne sera pas avec nos sens. Ce ne sera pas avec nos organes des sens. Parce que nos organes des sens sont constitués de notre passé antérieur, de nos vies antérieures. Maintenant, on peut les voir quand même. Mais à ce moment-là, il va falloir se libérer vachement de l'ego. C'est-à-dire que les gens qui sont des voyants, qui ont des perceptions ou qui font des voyages astraux la nuit ou à l'état de veille, etc., et qui sont capables de circuler dans le futur, et il y en a, on en connaît, hein, toi et moi, Mathieu, on en connaît plusieurs, ces gens-là sont assez détachés de leur ego pour pouvoir manifester un peu de leur multidimensionnalité, c'est-à-dire pouvoir vivre à d'autres niveaux de conscience. D'autres niveaux de conscience. On peut parler de niveau de conscience, on ne doit pas parler de niveau de conscience. Ça, non. Parce que la conscience, elle n'a aucun niveau, elle a tous les niveaux. Et elle contient tout. Il n'y a qu'un processus de conscience. Par contre, il y a tous les consciences. Donc, quelqu'un qui fait le travail nécessaire pour ça va pouvoir percevoir, mais pas avec ses sens habituels, percevoir un peu de ce futur, un peu de ces autres dimensions qui lui sont promises, qui ne manifestent pas encore. Il ne pourra pas y rester parce qu'il n'a pas fait le travail nécessaire pour y rester. Il a fait suffisamment de travail pour se détacher déjà pas mal de son ego, pas mal de sa dimension. Ça, c'est ça qui explique d'ailleurs que des gens, David Rousseau, Jean-Charles Moya, etc., sont capables de voyager là-dedans. Ou Hervé Sampéré, qui peut avoir des contacts avec des gens de l'intraterre, c'est la même chose, parce que les gens de l'intraterre sont aussi, comme ils sont plus proches du centre, c'est-à-dire du soi de notre planète, eh bien, ils sont un peu supérieurs en niveau vibratoire, et donc on ne les perçoit pas non plus. On a beaucoup de raisons de ne pas les percevoir. Il y a des gens qui sont capables de les percevoir. Donc, tous ces niveaux supérieurs, a priori, nous sont invisibles. Tous ceux qui sont inférieurs, a priori, nous sont visibles. On voit les végétaux, on voit les animaux, on voit tout ça. Et le fait et donc, visiter mentalement, visiter psychiquement des états antérieurs est beaucoup plus facile que de visiter des états futurs. Et tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est en général des visions dans les mémoires akashiques, c'est dans le subconscient, c'est dans notre passé. La plupart du temps, c'est dans notre passé. Il y a beaucoup plus de facilité à visiter les états de conscient antérieurs que les futurs, évidemment. D'autant plus que les futurs sont indéfinis. Ils sont indéfinis et on ne sait pas a priori lesquels on va choisir. Alors ceux qui sont passés, on sait lesquels on a vécu. Donc on aura toujours possibilité de voyager dans le subconscient, et c'est possible pour tout le monde, et tout le monde le fait d'ailleurs plus ou moins dans des rêves, etc. Mais pour avoir accès à des choses au-delà du conscient, là, ça va être plus difficile, mais ça arrive aussi, et aussi dans les rêves, on a des inspirations, des choses qui nous viennent du cosmos, qui nous viennent de plus loin, et qui peuvent nous influencer, nous apporter des réponses, etc. Et c'est très bien, mais c'est généralement beaucoup moins clair, beaucoup moins net que les voyages dans le passé. C'est tout à fait normal. Alors, dans le chamanisme, en général, on peut s'identifier à un oiseau, un arbre, etc., vivre à sa place, c'est vivre des vies antérieures, mais dans le futur, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus difficile. Ceux qui sont capables de le faire, on les appelle d'ailleurs plus ou moins des hommes médecine ou des femmes médecine, parce que c'est le niveau supérieur du chamanisme, et si
ces gens-là s'appellent des hommes médecine, c'est parce qu'ils sont capables de guérir. Ils sont capables de guérir, c'est parce qu'ils sont capables de se positionner au-dessus, dans des plans supérieurs par rapport aux habitudes de la personne. Enfin bref, tout ça, ça vous permet de comprendre un peu la différence entre ces différents concepts, n'est-ce pas? Ceux qui devront être adoptés, évidemment, lorsqu'il paraîtra évident pour tout le monde que l'explication de la conscience est acquise. Et ce n'est pas le cas de la physique à l'heure actuelle. Tous les physiciens cherchent ce que c'est que la conscience, tous les philosophes se demandent ce que c'est que la conscience, tous les spiritualistes ont arrêté de se demander ce que c'est que la conscience. Bon, le jour où ils accepteront de savoir que c'est clair, on sait parfaitement ce que c'est que la conscience, d'où elle vient, où elle va, etc., à ce moment-là, évidemment, la psychologie changera et on aura des concepts comme ça de subconscient, de conscient et d'omniscient qui sont très différents de ceux qu'on utilise à l'heure actuelle, et donc des résultats au niveau thérapeutique bien meilleurs que ceux qu'on a à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs Alice Bailey qui disait dans les années 40-50, une grande découverte psychologique, une grande découverte psychologique venue de France illuminera le monde de la pensée. Et bien entendu, elle pensait à ce que c'est que la conscience, c'est ça, bien entendu, qui est en train de révolutionner la pensée parce que cette planète en a besoin, c'est le moment pour elle. Elle a absolument, c'est le moment parce que on a été un peu au bout du matérialisme, au bout de ce que la 4D permet, de remise en cause de la matière, d'ailleurs, avec la mécanique quantique. Donc au-delà, il faut passer une coche, il faut sortir de ces approches néanmoins matérialistes et commencer à concevoir notre vie comme multidimensionnelle et non plus comme un ego. Et c'est ça qui va nous permettre de passer dans la 5D, c'est de cesser de se croire l'ego et de commencer à se savoir multidimensionnel, c'est-à-dire de savoir qu'on est l'être, qu'on est le soi, qu'on est la conscience elle-même et non pas une étape dans cette évolution. Toute l'évolution, nous sommes l'évolution elle-même et non pas une étape dans cette évolution. Quand on a compris ça, on est guéri de beaucoup de choses. Et il n'y a plus de place pour les problèmes psychologiques, bien entendu. Et pour l'être humain, ça se confond beaucoup. Le mental est un filtre et c'est un filtre pour l'humain en particulier. Et c'est lui qui va. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ce que tu évoquais il y a 2 secondes, c'est-à-dire le voile de l'oubli. Ce qu'on appelle le voile de l'oubli, c'est simplement tout ce subconscient auquel on n'a pas besoin d'avoir accès parce que ça nous perturberait. Donc le mental, il joue ce rôle-là de filtre pour ne laisser passer que les informations qui sont utiles à la défense de l'ego à un moment donné. Sinon, si on avait conscience de tous nos passés, eh bien, on ne défendrait pas notre ego personnellement en tant qu'être humain. On défendrait, on essayerait d'être en train de s'identifier à tous ces niveaux en même temps, ce qui est impossible, ce qui nous ferait éclater. Oui, d'ailleurs, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychologiques, psychiques, psychiatriques, qui viennent de ce fait-là d'avoir accès à ses passés ou à ses futurs dans le quotidien. Parce que le mental est un peu... La schizophrénie, par exemple. Oui, le mental a cessé un peu de jouer ce rôle de filtre. Il veut laisser passer les informations. Et c'est plutôt une avancée qu'un retard ou qu'une maladie, bien entendu. Mais c'est pas... Bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là maintenant. En tout cas, le mental, c'est un processus. Et le conscient, c'est un stock. Alors, on peut le distinguer comme ça. Le mental n'existe pas au même niveau chez tous les êtres, mais il existe en germe chez tous les êtres, bien entendu. Quand elle est au conscient, eh bien, il existe aussi, mais c'est un peu la même chose. Au niveau, lorsque le mental est très réduit, le conscient aussi est très réduit. Un caillou a très peu conscience de ce qui l'entoure et très peu conscience de lui-même, pour pas dire pas du tout. Et son mental est quasiment inexistant. Pour un végétal, le mental est un petit peu plus présent et la conscience de son environnement est bien plus présente aussi. Donc le conscient et le mental, ça progresse en même temps. Au niveau animal, même chose. Les animaux sont obligés d'avoir des stratégies, de réfléchir, etc.
Et en même temps, ils ont accès à beaucoup plus d'informations, ils sont même très observateurs de tout ce qui se passe autour d'eux, etc. Donc ça progresse. Et puis alors l'humain, là, le conscient, il est capable de concevoir des choses qu'aucun animal ne pourrait concevoir, et en même temps, son mental est très développé. Et voilà. Et après, on est là pour le dépasser, ce mental. C'est ce qu'on fait. Le supramental, c'est notre boulot, nous, à l'UFM et à Civilisation 5D. Donc, et rappelons que ce sont deux concepts différents, mais ils sont extrêmement liés. Toute la connaissance, nous l'avons déjà. Évidemment, c'est notre potentiel, c'est notre omniscient. Nous avons déjà toute la connaissance nécessaire à l'intérieur de nous, mais elle ne peut pas s'actualiser de façon totale, elle ne peut s'actualiser que par petites bribes. Mais il n'empêche que souvent, les gens qui étudient la haute métaphysique, ils disent « Ah, c'est incroyable, c'est comme si je l'avais toujours su au fond de moi. Et maintenant, vous avez mis des mots sur ce que je savais sans être capable de le formuler. » Et bah oui, parce que évidemment, il n'y a qu'une seule conscience. Donc, cette conscience contient évidemment toutes les informations possibles. Après, il faut que le mental accepte d'aller les chercher. Et c'est pourquoi la connaissance est une rééducation du mental. Et ceux qui veulent se passer de l'outil du mental, c'est un peu kamikaze, et c'est un peu une façon de ne pas trop avancer. Parce que l'on a besoin de la compréhension pour laisser rentrer les informations du cerveau droit, puisque globalement, sur un plan physique, le subconscient, c'est plutôt le cerveau gauche, et la conscience, c'est plutôt le cerveau droit, n'est-ce pas? Et le mental est là, au milieu, pour ouvrir plus ou moins le robinet du cerveau droit et laisser rentrer plus ou moins d'informations, dans la mesure où ça ne va pas perturber l'action et la vie du cerveau gauche, c'est-à-dire la vie au quotidien, dans la matière, etc. Parce qu'avoir trop de connaissances d'un seul coup, c'est extrêmement dommageable. C'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque, avec des procédés artificiels ou des gens qui ont trop d'ambition spirituelle et qui font des exercices trop violents sur le plan spirituel parce qu'ils veulent vite devenir des saints, devenir des maîtres, etc., ce qui est une preuve d'impatience et ce qui est un frein à l'évolution, eh bien, ils vont très souvent essayer d'utiliser des procédés artificiels. Et ces procédés artificiels, les drogues, etc., ça a pour objet de squeezer le mental, de fermer le mental, de le cristalliser, de l'empêcher de bouger, de le rendre prisonnier pour qu'il ne puisse plus agir. Et alors à ce moment-là, il ne peut plus empêcher les informations du cerveau droit d'arriver. Donc il y a plein de visions, plein de choses incroyables, ingérables qui arrivent, des connaissances, des illuminations subites qu'on ne gère pas et qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc ça peut rendre fou aussi. Ils deviennent fous. Ouais. Mais oui. Et après, quand la drogue a fini ses effets, eh bien, le mental va revenir, reprendre le pouvoir, fort heureusement, la plupart du temps, un peu abîmé souvent, et à ce moment-là, il va dire halte là, moi j'ai besoin de telles informations pour vivre au quotidien, j'ai pas besoin d'être Dieu, d'être infini, ça c'est tout à fait absurde. C'est pas l'ego de contenir tout, nous contenons déjà tout, il faut en être conscient, il faut le comprendre, mais nous faisons en sorte de réduire cette information de façon à pouvoir manifester un niveau vibratoire et un seul, qui est indispensable tout, parce que chaque niveau vibratoire est indispensable. Donc chacun a la responsabilité de jouer son rôle et pas un autre. Et si on veut aller visiter par curiosité ce qui se passe avant, ce qui se passe après, bon, c'est pas interdit, on peut en avoir des informations de ce côté-là, mais ça ne doit pas empêcher de s'incarner dans l'être que nous sommes censés animer à un moment donné, et pas un autre. Parce que si nous nous sommes incarnés sur une planète avec un corps d'humain, etc., c'est parce que nous avons un rôle spécifique à jouer et pas un autre. Et c'est ce rôle que nous devons jouer jusqu'au bout. Et si on le joue jusqu'au bout totalement, alors après, on est beaucoup plus libre, une fois mort, pour viser son incarnation future. Sinon, si on fait les choses à moitié ou si on les fait mal dans une vie, eh bien, on est beaucoup plus contraint d'aller vivre certaines choses qui ne sont pas forcément agréables, parce qu'il faut passer par là pour compenser les erreurs faites dans la vie quotidienne. Oui. Tout ça est très lié. Tout ça est très lié et c'est très important de comprendre tous ces concepts si on veut avoir une idée de ce que c'est que la vie. Impatience égale ingérence en réalité. Parce que dès qu'on est impatient, ça veut dire qu'on cherche un résultat. Et si on cherche un résultat, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler notre univers personnel. Et si on essaie de contrôler notre univers personnel, ça veut dire qu'on croit qu'il y a un passé et un futur effectif,
Et donc, ça veut dire qu'on se croit la personne, on se croit l'ego pleinement, on a complètement oublié le soi. Alors ça, c'est en théorie, hein. C'est très difficile de ne jamais être impatient sur quoi que ce soit, hein. Là, on explique la théorie. On ne dit pas qu'on nous, je veux dire, moi, ça m'arrive encore plein de fois d'être impatient sur des petits détails, mais je me rends très vite compte que c'est une recherche égotique et quelque part, enfin, c'est pas quelque part, c'est 100% de l'ingérence, en fait. C'est ne pas conscientiser le soi. Après, on ne peut pas toujours être dans le soi, on l'a déjà dit beaucoup de fois, hein, l'absolu, le soi ne se vit que dans le relatif, mais l'objectif, c'est de s'y identifier le plus possible, en fait, hein, tout simplement. Pourquoi d'être observateur, comme dit notre ami Jean-Marie, qui est un étudiant de l'UFM, ce qui est important, c'est d'être spectateur de l'ego. À partir du moment où je suis spectateur de mon ego, je peux le gérer. Et si je suis spectateur de mon ego, c'est que je ne suis pas l'ego. Le commencement de la spiritualité, c'est quand on n'est pas l'ego, quand on a compris qu'on n'était pas l'ego. Et c'est le commencement de la 5e dimension. C'est comme ça que ça commence. Et tous les starseeds qui nous arrivent ont déjà compris ça. C'est pour ça que quand ils débarquent dans un monde où tout le monde se prend pour un ego, ils disent mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que ce monde ridicule? Comment on peut vivre dans ces conditions-là? Et des fois, ils veulent repartir vite fait. Bon, évidemment. Il n'empêche que le fait d'être observateur de son ego, c'est vraiment la base, la clé. Et ensuite, on peut, comme ça, mettre son ego dans les situations nécessaires, en tout cas, faire en sorte que les situations qu'il vit soient toujours reconnues comme positives, utiles, et aller jusqu'au bout de ces incarnations pour jouer le rôle qu'on a choisi et qu'on a besoin de jouer. Parce que chacun doit jouer son rôle, et si chacun joue bien son rôle là où il est, eh bien, tous les autres, tout le monde est heureux. L'harmonie règne lorsque chacun joue son véritable rôle et qu'il n'essaie pas de jouer le rôle d'un autre, qu'il n'essaie pas d'aller au-delà, etc. C'est une leçon d'humilité que la métaphysique aussi. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Lumière. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Donc la conscience est bien première. On est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui et à très bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.